Comme l'a dit le secrétaire général Xi Jinping, l'histoire du développement du marxisme et de l'histoire de Marx, d'Engels et de leurs successeurs, qui continuent de pratiquer et de comprendre le développement de l'histoire et des connaissances, et absorbent toutes les pensées et réalisations culturelles de l'histoire pour enrichir leur propre histoire. Par conséquent, le marxisme est capable de conserver sa jeunesse attrayante, d'explorer les problèmes dans les développements contemporains et de répondre aux nouveaux défis auxquels l'humanité est confrontée. Quand j'ai rendu visite à Marx, à Paris, à l'été 1844, nous nous sommes trouvés en parfait accord, dans tous les domaines de la théorie, et nous travaillons ensemble depuis. Toute ma vie, j'ai fait ce que j'étais destiné à faire, c'est-à-dire être le bras droit de Marx. Et je pense que j'ai fait du bon travail. Je suis content d'avoir eu un modèle aussi grand et prestigieux que Marx. Je ne peux que promettre solennellement de servir activement le prolétariat pour le reste de ma vie. J'espère que je serai à la hauteur de cet honneur que j'ai pu recevoir. L'admirable Engels. Dans le district de Barmen de la ville de Wuppertal, dans la région de la Ruhr, le célèbre centre industriel de l'Allemagne, une grande artère traverse la ville, nommée Friedrich Engels Allee. Engels est né là-bas il y a 200 ans, le 28 novembre 1820. Une tablette commémorative dans la rue affiche « C'est le lieu de naissance de Friedrich Engels, l'un des fils les plus célèbres de la ville. Il a aussi été l'un des grands fondateurs du socialisme scientifique. » À côté de la tablette de pierre se trouve la maison d'Engels. C'est ici que la famille Engels est née et a grandi. Aujourd'hui, c'est devenu une zone densément peuplée. Elle a été créée au milieu du XVIIIe siècle et n'a cessé de se développer depuis lors. La majeure partie du bâtiment a été détruite par les bombardements pendant la Seconde Guerre mondiale. Après cela, les gens ont reconstruit la maison Engels. Le district de Barmen, dans la ville de Wuppertal, était autrefois la ville de Barmen, dans le royaume de Prusse. Situé dans la vallée de Wupper, en Rhénanie, il est niché parmi les collines et les forêts luxuriantes. À plus de 100 km, la ville de Trèves, également partie de la Rhénanie, est le berceau de Karl Marx, un autre fondateur du socialisme scientifique. Marx, avec 2 ans de plus qu'Engels, est né le 5 mai 1818 dans une famille d'avocats bien connus. La cloche qui sonne dans l'église de Barmen remonte au Moyen Âge. Mais au début du XIXe siècle, la vallée de Wupper était remplie du rugissement des machines à filer.
Barmen était le centre de l'industrie textile allemande. Et l'arrière-grand-père d'Engels y a fondé une usine textile. Sur plusieurs générations, elle est devenue l'une des plus grandes entreprises de la région jusqu'à l'époque du père d'Engels. Le père d'Engels, Friedrich Engels Senior, était politiquement conservateur et a donné à ses enfants une éducation religieuse stricte. La mère d'Engels, une femme généreuse et très enjouée, aimait la littérature et l'art. Engels a hérité de la gentillesse et de l'optimisme de sa mère, qu'il a aimé profondément toute sa vie. Engels est entré à l'école municipale de Barmen à l'âge de 8 ans. 5 ans plus tard, il est entré au lycée d'Elberfeld, Evangelische Gymnasium, l'une des meilleures écoles de Prusse. Engels excellait dans tous les sujets. Et ses professeurs faisaient l'éloge de son excellente conduite et de sa haute qualification. Bien qu'Engels soit né dans une famille de propriétaires d'usines, il était très sympathique aux masses opprimées et exploitées et a souvent donné tout l'argent qu'il avait économisé aux pauvres. Ce comportement soulevait la colère de son père, mettant leur relation à l'épreuve. Engels avait prévu d'entrer à l'université après avoir terminé ses études secondaires. Mais son père espérait qu'Engels, en tant que fils aîné, hériterait de l'entreprise familiale. Il l'a donc fait abandonner ses études pour apprendre les affaires. Neuf mois avant son diplôme, Engels, qui n'avait pas encore 17 ans, a été contraint par son père d'abandonner l'école. Ce coup soudain rendit Engels très déprimé, mais plutôt que de se laisser abattre, il a accepté ce défi du destin. Engels a travaillé comme commis dans l'entreprise de son père à Barmen. Moins d'un an plus tard, il est envoyé par son père en stage dans un cabinet de Brême. Brême, ville portuaire du nord de l'Allemagne, était une plaque tournante florissante du commerce et de l'information. Engels a non seulement appris les affaires là-bas, mais il a lu beaucoup de livres et de périodiques progressistes, absorbant toutes nouvelles idées et nouvelles connaissances. Il a commencé à apprendre d'autres langues. Dans une lettre qu'il écrivit à son ami de collège Grebe, en plus de l'allemand, il a également utilisé l'anglais, le français, l'italien, l'espagnol, le portugais et le néerlandais, et d'autres langues. Engels a également participé activement à des groupes de littérature progressiste. Il a écrit de nombreux poèmes et pièces de théâtre. Il s'est essayé à la composition et à la peinture. Alors qu'il était à Brême, Engels n'avait que 18 ans lorsqu'il publia anonymement son premier essai politique, Les Lettres de la vallée de Wupper. Il a révélé l'oppression brutale des travailleurs par les capitalistes dans sa ville natale. L'article a fait sensation dans la vallée de Wupper et a mis en colère les capitalistes locaux.
Il s'agit d'une caricature dessinée par Engels à cette époque. Il décrit la réaction de colère des propriétaires après avoir lu cet article. Fin septembre 1841, Engels, à l'âge de 20 ans, s'est rendu à Berlin. S'enrôler dans l'armée et commencer un service d'1 an. La caserne de l'unité Engels était près de l'université de Berlin. Les philosophes classiques allemands, Fichte, Hegel et Schelling, y ont enseigné. Marx est également diplômé de cette université. Engels allait souvent assister à des cours à l'université de Berlin. À cette époque, le philosophe idéaliste Schelling y enseignait sa philosophie des Lumières et sa théorie politique. Engels s'opposait au mysticisme religieux dans la pensée de Schelling et a écrit un article et 2 brochures intitulées « Schelling on Hegel », révélant le véritable objectif de Schelling de maintenir l'autocratie féodale. La critique d'Engels à l'égard de Schelling a attiré l'attention de la communauté philosophique et de la presse progressiste. Elle a été particulièrement appréciée et soutenue par les jeunes hégéliens. Un groupe dirigé par les frères Bauer, représentants de jeunes hégéliens, a formé le groupe des Freien. Et Engels a participé à leurs activités. Mais la vision négative d'Engels vis-à-vis de l'idéalisme du groupe et de la façon dont il méprisait les masses l'a conduit plus tard à se séparer des jeunes hégéliens. Après son année de service militaire, Engels s'est rendu à Manchester pour un voyage d'affaires organisé par son père. De passage à Cologne, il a rencontré Marx pour la première fois. À cette époque, Marx était le rédacteur en chef à la gazette Renan, Rheinische Zeitung. Il était opposé aux vues philosophiques des frères Bauer. Croyant à tort qu'Engels était un allié des frères Bauer, il était donc plutôt froid envers Engels. Mais Marx a apprécié les articles qu'Engels avait écrits et lui a demandé d'écrire pour la gazette Renan. Et Engels a accepté joyeusement. La ville natale d'Engels, Barmen, avec son industrie textile de coton bien développée, était connue comme le Manchester de l'Allemagne. Manchester, en Angleterre, était le centre de l'industrie textile mondiale du coton et fut le berceau de la révolution industrielle. Au milieu du XIXe siècle, la Grande-Bretagne était connue comme l'usine du monde. Elle représentait la moitié de la production industrielle mondiale. La révolution industrielle a conduit à une augmentation des forces productives de la société et a provoqué de profonds changements sociaux. La société était clairement divisée en 2 classes opposées, la bourgeoisie et le prolétariat. À Manchester, où l'industrie capitaliste était en plein essor, les magnats du coton possédaient d'énormes richesses, tandis que les ouvriers menaient une vie misérable. C'est une peinture d'un travailleur enfant maigre. Il rampe dans un tunnel étroit, traînant un wagon de charbon derrière lui, avec une chaîne autour de sa taille. De nombreux enfants de moins de 10 ans travaillaient de 14 à 16 heures par jour. Beaucoup d'entre eux ont travaillé jusqu'à en mourir.
Engels est allé travailler dans la maison Hermann et Engels, une entreprise dont son père était actionnaire. Mais il n'était pas intéressé par les affaires. Pendant ses 21 mois à Manchester, il a voyagé dans tous les coins de la ville. Il a enquêté de manière approfondie sur la vie et les luttes de ses travailleurs. Engels a déclaré « J'ai abandonné les activités sociales bourgeoises et les banquets, le porto et le champagne. Et j'ai passé presque tout mon temps libre avec des ouvriers ordinaires. Et je me suis senti à la fois heureux et fier de le faire. » Engels connaissait de nombreux prolétaires éclairés. Parmi eux, Mary Baines, qui était tisserande. Marie était une travailleuse irlandaise courageuse et honnête, consciente de sa classe, qui accompagnait souvent Engels lors de visites d'usines et de bidonvilles. Leur cause commune les a réunis. Le poète prolétarien allemand Werth, ami d'Engels et de Marie, écrivit un jour un poème louant Marie. La jeune fille Marie, du sang chaud et impétueux dans ses veines. D'Irlande, avec la marée qu'elle est venue, elle venait de Tipperary. Ses yeux sombres scintillaient de bravoure. À Manchester, Engels est entré pour la première fois en contact direct avec le mouvement ouvrier. Engels a souvent participé au rassemblement du mouvement chartiste, a écrit des articles pour le journal chartiste Northern Star et a rencontré Harney, le chef de l'école chartiste de gauche. Engels a également fait la connaissance de Karl Schapper. Exilé en Grande-Bretagne, il était le chef de la Ligue des Justes, une organisation ouvrière allemande. Engels a étudié les travaux des économistes politiques classiques britanniques et des socialistes utopistes britanniques et français en les combinant avec l'expérience pratique du mouvement ouvrier pour arriver à un nouvel ensemble de conclusions scientifiques. À cette époque, Marx et sa femme, Jenny von Westphalen, s'étaient installés à Paris. Lui et Arnold Ruge ont cofondé les Annales franco-allemandes. En février 1844, Engels, à l'âge de 23 ans, a publié l'esquisse de critique de l'économie politique et l'État d'Angleterre, passé et présent par Thomas Carlyle dans les Annales franco-allemandes. Pour la première fois, l'esquisse de critique de l'économie politique examinait le système économique capitaliste du point de vue socialiste et a fait une critique préliminaire de l'économie politique bourgeoise. L'article soulignait que les relations socio-économiques jouent un rôle déterminant dans la vie sociale, que la propriété privée est à l'origine des contradictions de la société capitaliste et que le pouvoir d'éliminer la propriété privée appartient au prolétariat. L'article est devenu le premier jalon dans le développement de l'économie politique marxiste. Dans le même numéro des Annales franco-allemandes, Marx, alors âgé de 25 ans, a publié 2 articles sur la question juive et l'introduction à la critique de la philosophie du droit de Hegel. Il est arrivé à la même conclusion qu'Engels. Le prolétariat est la force matérielle pour transformer le monde et sa mission historique est de vraiment libérer les êtres humains. Dans la même période, ces 2 jeunes hommes, en utilisant différents moyens, ont fait la transition de l'idéalisme au matérialisme et du démocratisme révolutionnaire au communisme. Sur la base de son travail de terrain et de la richesse des informations qu'il a collectées à Manchester,
Engels a écrit un livre intitulé « La situation de la classe laborieuse en Angleterre », publié en mai 1845. Lénine a dit « Aucun livre, avant ou après 1845, n'a décrit de manière si vivante et précise la pauvreté de la classe ouvrière. » La situation de la classe laborieuse en Angleterre contient un point de vue important. La révolution industrielle a provoqué la transformation complète de la société bourgeoise et les changements dans les moyens de production, dans le mode de production, ont provoqué des changements dans la structure de classe de la société. De cette manière, Engels était sur le point de découvrir la relation dialectique entre les forces productives et les rapports de production. Une découverte qui est au cœur du matérialisme historique. Plus de 10 ans plus tard, en janvier 1859, Marx a écrit dans une contribution à la critique de l'économie politique que dans la situation de la classe laborieuse en Angleterre, Engels est arrivé au même résultat que lui, en passant par une autre route. Marx a pleinement affirmé le travail indépendant d'Engels sur la création du matérialisme historique, qui est une réalisation historique indélébile d'Engels. À Manchester, Engels a étudié à fond diverses théories socialistes en effectuant un travail de terrain sur les conditions des travailleurs et en participant aux luttes ouvrières. Il est arrivé à la conclusion que le prolétariat était une classe souffrante et que son statut économique l'a contraint à lutter pour sa propre libération et entreprendre la mission historique de renverser le système capitaliste. Dès lors, Engels a consacré toute sa vie sans relâche à la libération du prolétariat. Fin août 1844, Engels a quitté Manchester et a pris rendez-vous avec Marx pour se retrouver à Paris sur le chemin du retour. C'est le café de la Régence, près du musée du Louvre, que Marx et Engels fréquentaient lors de leurs réunions fréquentes à Paris en août 1844. Engels a séjourné 10 jours à Paris et logé chez Marx au 38 rue Vaneau. Ils sont restés ensemble jour et nuit à converser. Cela montrait qu'ils étaient entièrement d'accord sur la théorie. Dès lors, les deux mentors révolutionnaires ont commencé leur parcours de 40 ans de cause commune et de grande amitié. À Paris, Marx et Engels ont commencé à écrire leur premier livre coécrit, La Sainte Famille. Il exposait quelques idées clés du matérialisme historique, proposait que la production matérielle joue un rôle décisif dans le développement social, soulignait que le peuple était le véritable créateur de l'histoire et que le prolétariat pouvait et devait se libérer. De retour à Barmen, Engels a écrit une lettre à Marx disant « Depuis la rupture, je ne me suis pas senti aussi heureux et humain que je l'étais chez vous pendant 10 jours. »
Les activités révolutionnaires de Marx à Paris ont suscité la haine du gouvernement prussien qui exigeait que le gouvernement français expulse Marx. C'était la première fois que Marx était expulsé par les autorités réactionnaires. En février 1845, Marx est arrivé dans la capitale belge, Bruxelles. Parce qu'il a dépensé son argent limité pour la publication des annales franco-allemandes, la famille de Marx a été laissée sans argent dont elle avait besoin pour s'installer. Quand Engels a appris cela, il a immédiatement commencé à collecter des fonds pour Marx. Il lui a envoyé 100 thalers, qui était le paiement de sa propre contribution à la situation de la classe laborieuse en Angleterre. Dans sa lettre à Marx, il a écrit « Je serais plus qu'heureux de vous donner la rémunération de mon premier livre sur l'Angleterre, parce qu'au final, vous ne pouvez pas rendre ces chiens heureux de vous avoir mis en difficulté financière par des moyens minables. » Ce cahier a été trouvé par Engels alors qu'il rassemblait les manuscrits de Marx. Plusieurs pages du cahier sont les 11 esquisses sur Feuerbach écrites par Marx à son arrivée à Bruxelles. Engels les a qualifiées de « premiers documents où soit déposé le germe génial de la nouvelle conception du monde ». Dans les esquisses, Marx a proposé pour la première fois le concept scientifique de la pratique. Il a expliqué que la pratique est la norme pour tester la vérité et a souligné que la nature humaine est la somme de toutes les relations sociales. Cela a jeté les bases de l'établissement du matérialisme historique. C'était également ici que Marx a avancé son dicton bien connu. Les philosophes n'ont fait qu'interpréter diversement le monde. Il s'agit maintenant de le transformer. Ce passage est gravé sur le mur de la salle principale de l'université Humboldt de Berlin, son université. En avril 1845, Engels s'est également installé à Bruxelles et résidait au 7 rue de l'Alliance, tandis que la famille de Marx vivait au 5 rue de l'Alliance. Afin d'éclaircir les anciennes croyances philosophiques et exposer les principes de base du matérialisme historique, Marx et Engels ont commencé à planifier et à écrire l'idéologie allemande à l'automne de cette année. Engels allait presque tous les jours chez Marx. Et il travaillait souvent tard dans la nuit. L'idéologie allemande n'a pas été publiée avant la mort de Marx et Engels. Mais cet ouvrage a été conservé sous une forme relativement complète. Voici une page du manuscrit de l'idéologie allemande où l'on peut lire « En réalité, pour le matérialiste pratique, c'est-à-dire pour le communiste, il s'agit de révolutionner le monde existant, d'attaquer et de transformer pratiquement l'état de choses qu'il a trouvé. » L'idéologie allemande est l'œuvre fondamentale du matérialisme historique. Ce livre, pour la première fois, exposait systématiquement les principes de base tels que l'existence sociale détermine la conscience sociale. La production matérielle joue un rôle déterminant dans le développement de la société humaine. Et la contradiction entre les forces productives et les relations de production favorise le développement social et historique, démontrant l'inévitabilité historique du remplacement du capitalisme par le communisme. Engels a toujours attribué modestement la découverte du matérialisme historique à Marx. En fait, tout comme Karl Marx, il a également été le fondateur de cette grande théorie. Sur le mur extérieur de la Maison du Cygne, une taverne de la Grand Place,
la place principale de la ville de Bruxelles, il y a une plaque qui dit « Marx vivait à Bruxelles » de février 1845 à mars 1848. Ensemble, avec l'Association des travailleurs allemands et l'Association démocratique, il a célébré la Saint-Sylvestre de 1847 à 1848 dans cette maison. À cette époque, le premier étage de la taverne était un café où Marx et ses camarades d'armes se réunissaient presque tous les jours. Afin de préparer idéologiquement et organisationnellement la création du Parti prolétarien, Marx et Engels ont établi le comité de correspondance communiste à Bruxelles pour renforcer leurs liens avec d'autres pays. Les principaux membres du comité étaient Marx, Engels et Philippe-Charles Gigot, un communiste belge. Le comité était également assisté par Heinrich Bürger, Moses Hess, Joseph Weidemeyer, Wilhelm Weitling, Wilhelm Wolff et Westphalen. Le comité de correspondance communiste avait des branches dans les villes allemandes comme Berlin et Hambourg, ainsi qu'en France, en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, au Danemark et dans d'autres pays. Pour échanger des informations, étudier les stratégies de lutte et guider le développement des mouvements ouvriers et démocratiques partout. L'organisation de travailleurs la plus étroitement associée au comité de correspondance communiste à Bruxelles était la Ligue des Justes. La Ligue des Justes, à l'origine une organisation d'artisans allemands vivant en France, a été fondée à Paris en 1836, mais a été contrainte de déménager à Londres en raison de l'échec du soulèvement lancé par la Société des Saisons. En contact avec Marx et Engels, les dirigeants de la Ligue des Justes ont progressivement accepté leur théorie et les a invités à rejoindre la Ligue et à contribuer à sa restructuration. Cela a été l'occasion pour Marx et Engels de diffuser leurs idées et créer un parti prolétarien. En juin 1847, la Ligue des Justes a tenu son congrès à Londres. Selon la proposition de Marx et Engels, la Ligue a changé son nom de la Ligue des Justes en la Ligue des communistes, qui était le premier parti prolétarien international au monde. À la fin de novembre 1847, le deuxième congrès de la Ligue des communistes, tenu à Londres, a été suivi par Marx et Engels en même temps. Le congrès leur a confié la tâche de préparer pour publication un programme complet, théorique et pratique du parti. Ce programme du parti a ensuite été connu sous le nom de Manifeste des communistes. Environ 90% des manuscrits et archives de Marx et Engels, y compris une page du manuscrit du manifeste du Parti communiste, sont dans la collection de l'Institut international d'histoire sociale d'Amsterdam. Avant que Marx et Engels n'écrivent le manifeste du Parti communiste, Engels avait rédigé 2 documents pour préparer le manifeste. Au premier congrès de la Ligue des communistes, Engels a rédigé la première version du projet du Credo communiste pour la Ligue et l'a soumis aux branches locales pour discussion. La branche parisienne de la Ligue a donc confié à Engels d'élaborer un nouveau projet de programme, les principes du communisme, sur la base du projet du Credo communiste pour discussion au deuxième congrès de la Ligue. Les 2 documents exposaient les principes de base du socialisme scientifique et jetaient les bases de la rédaction du manifeste du Parti communiste sur une série de questions théoriques et pratiques majeures.
Les deux documents utilisaient le format questions-réponses pour aborder des questions de doctrine. Estimant que ce format ne convenait pas à un programme d'un parti, Engels a écrit à Marx et lui a suggéré de le modifier et de l'appeler le Manifeste communiste. En décembre 1847, Marx et Engels sont retournés à Bruxelles, étudier plus en détail le contenu, la structure et l'expression du manifeste du Parti communiste et élaborer son contour. Fin décembre, Engels s'est rendu à Paris et Marx a continué à écrire le manifeste. En janvier 1848, le manifeste du Parti communiste fut achevé. À cette époque, Marx avait 29 ans et Engels 27 ans. Fin février 1848, ce chef-d'œuvre avec son solide fondement historique, des vérités éloquentes et des sentiments révolutionnaires élevés, a été publié à Londres. La publication du manifeste du Parti communiste a marqué la naissance du marxisme et a inauguré une nouvelle ère de mouvement communiste international. Le manifeste a fourni des orientations théoriques scientifiques pour la lutte de libération du prolétariat et des nations opprimées. Le manifeste a clarifié la loi objective selon laquelle la société humaine est appelée à évoluer vers le communisme, ce qui jette les bases théoriques pour les communistes de raffermir leurs idéaux et leurs croyances. Après sa parution, le manifeste a été publié en grand nombre et traduit en plusieurs langues. Et Marx et Engels ont écrit 7 préfaces pour ces différentes versions. Dans la préface de la version allemande de 1872, ils ont souligné que, bien que la situation ait beaucoup changé au cours des 25 dernières années, les principes généraux énoncés dans le manifeste du Parti communiste sont tout à fait corrects. Ils ont également souligné que l'application pratique de ces principes devrait être changée en fonction des conditions historiques et géographiques. Pour ce faire, nous devons étudier la théorie marxiste et la combiner avec la pratique. C'est la seule page qui subsiste du manuscrit du manifeste du Parti communiste. En 2013, l'UNESCO a inclus cette précieuse page de manuscrit dans le registre international de la mémoire du monde, ainsi que l'édition annotée de Marx du volume 1 du Capital. L'UNESCO dit que les deux œuvres font partie des publications les plus importantes du XIXe siècle et ont eu une influence considérable. Après avoir été traduit dans presque toutes les langues et s'être répandu dans le monde entier. Le manifeste du Parti communiste était la première monographie de Marx et Engels à être traduite et publiée intégralement en Chine. En 1936, lors d'un entretien avec Edgar Snow à Yan'an, le camarade Mao Zedong a rappelé qu'il avait lu le texte chinois du manifeste du Parti communiste lors de sa deuxième visite à Pékin après le mouvement du 4 mai et avait, depuis, construit sa foi dans le marxisme. La première traduction chinoise complète du manifeste du Parti communiste a été publiée à Shanghai en août 1920. Le traducteur était Chen Guangdao, membre du premier parti communiste de Shanghai. Lors de la traduction du manifeste du Parti communiste, Chen Guangdao était tellement plongé dans son travail qu'il a accidentellement trempé une des boulettes de riz que sa mère lui avait envoyées dans son encrier. Il n'a pas remarqué son erreur. Et en mangeant la boulette, il a répété à plusieurs reprises « C'est doux, c'est doux ». Il est donc reconnu par cette histoire que le goût de la foi est doux. Le 29 novembre 2012, lorsque le secrétaire général Xi Jinping a visité l'exposition Road of Revival, il a raconté cette histoire touchante aux autres membres du comité permanent du Politburo du comité central du PCC. La traduction et la publication du manifeste du Parti communiste était une tâche importante dans la période de fondation du Parti communiste.
communiste chinois et complétait directement les activités fondatrices du parti. À l'ère révolutionnaire, les communistes chinois, principalement représentés par le camarade Mao Zedong, ont combiné les principes de base du marxisme-léninisme avec la pratique concrète de la révolution chinoise et ont créé le maoïsme, ce qui a fait le saut historique en combinant le marxisme avec la réalité chinoise, a remporté la victoire de la nouvelle révolution démocratique et a réalisé l'indépendance nationale et la libération dont le peuple chinois rêvait depuis des générations. Lénine a dit un jour « La période où Marx et Engels ont participé à la lutte révolutionnaire de masse de 1848 à 1849 a été l'étape la plus remarquable de leur vie. » La publication du manifeste du Parti communiste en 1848 est venue lorsque des révolutions éclataient à travers l'Europe. En janvier de cette même année, un soulèvement éclata dans la ville italienne de Palerme contre le roi, suivi de la Révolution de février en France, la Révolution de mars en Allemagne et les révolutions dans d'autres pays européens. En avril, Marx et Engels sont retournés en Allemagne pour participer à la révolution là-bas. De retour en Allemagne, Marx et Engels ont immédiatement organisé la nouvelle gazette rhénane pour être sur le front idéologique des luttes révolutionnaires. Ils ont essayé de collecter des fonds auprès des diverses sources, mais n'ont pas eu de chance. Engels a demandé de l'argent à son père, mais celui-ci a refusé, disant qu'il préférait les voir prendre 1000 balles que de leur donner 1000 thalers. À la fin, Marx a pris quelques milliers de thalers de la propriété de son père et Engels a tiré quelques centaines de thalers de ses frais de subsistance pour lancer le journal. Le 1er juin 1848, le premier numéro de la nouvelle gazette rhénane a été publié, avec Marx, le rédacteur en chef, et Engels, son assistant en chef. Étant compétent et réfléchissant rapidement, Engels a écrit de nombreux éditoriaux. En un an seulement, Engels a rédigé plus de 100 articles et newsletters. C'est une période de révolution et c'est un vrai plaisir d'être engagé dans la gestion d'un quotidien dans un tel moment, a-t-il déclaré. Vous voyez de vos propres yeux l'effet de chaque mot. Comment un article atteint la cible comme une grenade et comment la coquille explose. La nouvelle gazette rhénane avait attiré l'attention grâce à ses caractéristiques distinctives et son rôle de voix de la Révolution. Elle est également devenue une base pour les activités révolutionnaires de la Ligue des communistes en Allemagne, dirigée par Marx et Engels. En 1848, les ouvriers de Paris ont lancé le soulèvement de juin, qui a été la première confrontation majeure entre le prolétariat et la bourgeoisie. Le soulèvement a finalement été vaincu par la répression des autorités réactionnaires. Par la suite, la situation révolutionnaire en Europe s'est inversée. Fin septembre, les autorités réactionnaires prussiennes ont imposé la loi martiale à Cologne, désarmé les citoyens, interdit la publication de la nouvelle gazette rhénane et ordonné l'arrestation de plusieurs rédacteurs, y compris Engels. Engels a été contraint de courir. De Barmen à Bruxelles, puis à Paris, pour finir par marcher jusqu'en Suisse. Sans le sou, il a dû écrire à sa famille et à Marx pour obtenir de l'aide. Marx, lui-même à court d'argent, n'a pas hésité à envoyer à Engels les 11 seuls thalers qu'il avait avec un mandat de 50 thalers.
Dans sa lettre à Engels, Marx a écrit « C'est un pur songe pour moi de vous laisser seul, même pendant une minute. Vous serez toujours mon meilleur ami, tout comme je souhaite être votre meilleur ami. » Au début de 1849, Engels est revenu à Cologne pour continuer à éditer la nouvelle Gazette rhénane, mais le 19 mai, la Gazette a été contrainte de fermer. Cette fois, Marx a été expulsé à Paris, parce qu'il n'avait pas la nationalité prussienne. Et peu de temps après, il a été exilé à Londres. Engels a rejoint les insurgés à Baden-Platz et s'est jeté dans le champ de bataille ardent, prouvant que le communisme le plus déterminé est aussi le soldat le plus courageux. Les insurgés de Baden-Platz ont finalement échoué dans leur combat contre l'armée prussienne et Engels s'est retiré avec eux en Suisse. Quelques mois plus tard, il a fait un détour par Londres pour rencontrer Marx. À Londres, il soutenait les exilés politiques, réorganisait la Ligue des communistes et ont fondé la Nouvelle Gazette rhénane, revue politique et économique résumant l'expérience des révolutions européennes qui venaient de s'écouler. Afin de résumer l'expérience historique de la révolution de 1848 et de mieux guider les luttes révolutionnaires prolétariennes dans le futur, Marx et Engels ont écrit une série d'ouvrages théoriques importants, y compris l'adresse du comité central à la Ligue des communistes, les luttes de classe en France, le 18 brumaire de Louis Bonaparte et la guerre des paysans en Allemagne. L'objectif principal de ces travaux importants est d'exposer les concepts marxistes d'État et la théorie de l'État et l'idée centrale avancée et la théorie importante de la dictature du prolétariat, c'est-à-dire que le prolétariat doit briser l'appareil d'État de la dictature bourgeoise dans la Révolution, mettre en œuvre la dictature du prolétariat et réaliser la révolution continue de l'Alliance des paysans ouvriers. Les révolutionnaires exilés à Londres étaient confrontés à un dilemme. La famille de Marx était dans une pauvreté terrible. Entre-temps, la vie d'Engels était également très difficile à cette époque. Afin d'aider financièrement Marx, pour qu'il puisse se concentrer sur la recherche politique et économique, Engels a pris une décision difficile, retourner travailler pour l'entreprise de son père à Manchester. Les années révolutionnaires passionnées ont soudainement passé et la tempête venait de commencer. En raison des changements dans la situation révolutionnaire, les luttes différaient, mais la poursuite persistante de Marx et Engels de la vérité et de leur fidélité infinie à la cause de la libération humaine n'a jamais cessé. Ils allaient prendre des mesures plus fermes et plus matures pour conduire le mouvement prolétarien à son prochain point culminant.